Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 décembre. Voici les titres de ce journal. Moins d'1,20 € le litre de gasoil. Les prix du carburant n'ont jamais été aussi bas depuis 2010. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les particuliers. En revanche, les entreprises de transport, elles, n'ont pas le droit de profiter de cette baisse. Les explications dans un instant. Le bénévole doit se professionnaliser, c'est le constat des associations qui proposent donc des formations. Exemple avec le Secours populaire où les membres doivent notamment apprendre les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Enfin, les vitrines de Beaulieu-sous-la-Roche reprennent vie. À partir de vendredi, les 1001 peluches assureront le spectacle pour le plus grand plaisir des enfants et des grands. Avant ça, les bénévoles sont en plein travail, vous le verrez. Vous l'avez forcément remarqué, depuis plusieurs semaines, les prix du carburant ont diminué. Une baisse qui réjouit évidemment les conducteurs, mais également les utilisateurs de fioul. En revanche, du côté des entreprises de transport, les conséquences ne sont pas les mêmes. Le point avec Pierre Dalicieux. Depuis quelques semaines, les clients de cette station-service ont la main plus légère à la pompe. Depuis le début de l'année, le prix du carburant ne cesse de baisser. Le gasoil a perdu plus de 12 centimes, 6 € environ de moins sur un plein de 50 litres. Alors forcément... C'est une bonne nouvelle, ouais. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est toujours bien, oui. Enfin, une bonne nouvelle avant les fêtes. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Et ce n'est pas tout, car pour le fioul, c'est le même constat, 25% de moins sur la facture par rapport à l'année dernière. Comptez pour remplir votre cuve de 1000 litres, 770 € en moyenne, contre 920 € environ l'hiver dernier. Résultat, les clients de ce livreur n'hésiteront pas cette année sur la quantité. Aujourd'hui, le client va saisir l'opportunité que le prix du fioul est moins cher pour faire rentrer en une seule fois. Alors c'est vrai que quand on est sur un prix qui est haussier, les clients vont avoir tendance à faire remplir en plusieurs fois. Donc après, c'est gagnant-gagnant parce que le client va rentrer une seule fois à un prix intéressant et nous, on va livrer en une seule fois, donc ça évite de faire des déplacements successifs et donc des charges supplémentaires. En revanche, chez les professionnels du transport, cette baisse ne devrait pas permettre d'économies particulières, car lorsque le carburant augmente, c'est le client qui paye. Et quand il baisse, comme ici, la différence lui est rétrocédée. Notre consommation annuelle est donc aux alentours de 500 000 litres par an. Donc si on prend début 2014 par rapport à fin 2014, on est sur une variation en gros de 50 000 € de prix de baisse. 50 000 € qui devraient donc cette année finir dans les poches des entreprises clientes de ce transporteur. Et bonne nouvelle, la baisse devrait se poursuivre encore ces prochaines semaines. On le sait, la société évolue, les divorces augmentent, les naissances diminuent depuis plusieurs années en Vendée. Et bien face à ces situations, la CAF tente d'adapter ses aides. Une réunion départementale a d'ailleurs permis de présenter les orientations pour les années à venir. D'ici à 2017, la Caisse d'allocation familiale souhaite notamment soutenir les secteurs de la petite enfance et de la parentalité. Il faut compléter les offres d'accueil. Il faut que les parents aient le choix entre accueil individuel, les assistantes maternelles et accueil collectif, micro-crèche ou multi-accueil. Il y a une mission sur laquelle on va insister beaucoup ce soir, c'est sur le soutien à la parentalité. Aider les parents à devenir des parents. On s'aperçoit que beaucoup de parents ont de grandes difficultés, pas simplement économiques, mais psychologiques, pour aider les enfants. Au chapitre justice, on revient sur l'affaire opposant le syndicat de traitement des déchets, Trivalis, à la FEV, la Fédération éco-citoyenne de Vendée. C'est donc un non-lieu qui a été rendu. Alors rappelons les faits. L'association dénonce la qualité du compost fabriqué par Trivalis. La FEV a ainsi rendu public des analyses semblant indiquer la dangerosité du compost de l'usine de traitement mécano-biologique de Saint-Christophe-du-Ligneron. Face à cette dénonciation, Trivalis a porté plainte pour diffamation. C'est donc un non-lieu qui a été rendu il y a quelques jours, mais un non-lieu qui concerne non pas le fond du dossier, mais un problème de procédure juridique. On écoute l'avocat des deux responsables de la FEV mis en examen.
Les clients se sont toujours positionnés en lanceurs d'alerte. Ils considèrent que leur expression, leur liberté d'expression et leur droit de critique doit être respecté. Ils ont été extrêmement choqués par cette plainte en diffamation parce qu'ils considèrent qu'ils ont toujours été de bonne foi et s'ils étaient allés devant le tribunal correctionnel, ils auraient prouvé leur bonne foi. À savoir qu'ils n'ont jamais menti. Ils ont trouvé du compost sur la voie publique. Ce compost sortait de l'usine de tri mécano-biologique de Saint-Christophe-d'Igneron. Ils ont fait une analyse et les résultats d'analyse ont été mauvais. Et demain, nous entendrons la réaction de Trivalis, Trivalis qui a toujours indiqué que le prélèvement mis en avant par la FEV était composé en réalité de déchets de compost. On revient à présent sur la situation des pointus. Les pointus, ce sont ces habitants de la pointe de l'Aiguillon qui refusent de quitter leur maison après la tempête Xynthia. Mais demain, le tribunal administratif de Nantes tranchera sur l'avenir de ces propriétaires. Ils sauront alors si l'arrêté d'expropriation est validé. Mais 4 ans après la tempête, ils n'ont pas changé d'avis car le laboureux les a rencontrés. La pointe de l'Aiguillon-sur-Mer va-t-elle redevenir un espace vierge? Ces maisons sont-elles vouées à disparaître? Depuis plus de 4 ans, une soixantaine de propriétaires, principalement de maisons secondaires, s'interrogent et se battent contre l'expropriation. Alors à la veille de cette audience cruciale au tribunal administratif, le soulagement d'avoir enfin une réponse se mêle à l'appréhension du jugement. J'ai confiance en la justice, mais en même temps, avec une interrogation, puis beaucoup d'angoisse quand même. Je suis un combattant, je n'ai pas l'habitude de me laisser embêter, mais quand même, là, j'ai affaire à des gens qui sont déterminés. On se bat contre l'État, donc c'est difficile de se battre contre l'État, mais non, je souhaite qu'on gagne. Parce que, de toute façon, si on nous exproprie, on ne pourra pas racheter ailleurs. On n'en aura pas la possibilité. Ce serait un malheur pour nous. Et puis, comment expliquer à des petits-enfants qui ont 7 ou 10 ans Pour défendre les pointus, 2 avocats, dont Maître Falachot. Pour lui, l'expropriation n'est pas justifiée, tout comme la dangerosité du site. La pointe de l'Aiguillon n'est pas la faute, il n'y a pas eu de mort et il n'y a aucune raison qu'il y en ait, compte tenu du fait que les éléments techniques qu'on a pu rassembler démontrent qu'il n'y a pas de danger pour la vie humaine. Surtout qu'entre-temps, des mesures ont été prises, des travaux ont été faits, et rien ne justifie donc l'expropriation forcée de tous les habitants de la pointe. Demain, le tribunal administratif mettra sa décision en délibéré. Les pointus seront donc fixés dans quelques jours, sans doute juste avant Noël. On le sait, la Vendée est une terre de bénévoles, mais depuis quelques années, ils sont en voie de disparition. Il faut dire qu'il n'est pas toujours simple de tenir un tel poste, notamment quand on est le président ou encore le trésorier d'une association. Eh bien, des formations se mettent donc progressivement en place. Exemple au sein du Secours populaire. Reportage de Paul Burgot. Alors comment vous pouvez savoir si c'est en chinois, comment le conserver ? Déchiffrer l'étiquette d'une boîte de conserve chinoise ou reconnaître une viande mal congelée, pas toujours simple de faire le bon choix quand on n'est pas employé de grande surface. Former les bénévoles du Secours populaire aux bonnes pratiques d'hygiène est donc devenu nécessaire pour Christian Glénat. Ce n'est pas des professionnels, mais malgré tout, il faut quand même un maximum de précautions lorsqu'on manipule des produits alimentaires, et en particulier les produits frais, de manière à ce que les personnes qui bénéficient de notre aide ne trouvent pas d'inconvénient à utiliser ces produits. Si les bénévoles apprennent les mêmes règles d'hygiène que dans une entreprise, la formation connaît quand même ses limites. On n'est que des bénévoles et que là on nous impose des choses pire que quand on travaillait. S'ils sont formés comme des professionnels, l'association possède moins de main-d'œuvre, de budget et de matériel qu'un supermarché. Mais les bénévoles gardent tout de même une certaine rigueur propre à leur mission. Ils font plus attention, ils sont plus pointilleux sur certains points. Ils ont à cœur de faire quelque chose pour eux et pour les autres. La formation devrait s'étendre à tous les bénévoles du département. Ils sont entre 6 et 800 en Vendée. On revient à présent sur cette actualité qui fait parler, l'interdiction d'installer une crèche au sein du Conseil général au nom du respect de la laïcité dans un établissement public. Alors à quelques semaines de Noël, le sujet se retrouve sur tous les médias et dans de nombreuses discussions. Je trouve ça un peu imbécile. Parce qu'on est quand même habitué à avoir des crèches un peu partout en France. Et donc ça devrait être... c'est l'origine du pays. Et c'est la fin de l'année, Noël, donc
C'est normal d'avoir une petite crèche. C'est un symbole religieux pour moi et ça n'a pas lieu d'être dans un lieu public. Quand vous rentrez dans un lieu public, on ne vous oblige pas de regarder la crèche. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez passer sans même en apercevoir qu'il y en a eu une. On va parler du Vendée Globe à présent. Il s'élancera le 6 novembre 2016 des Sables-d'Olonne. On retrouvera alors des grands navigateurs comme Vincent Rioux et des grandes entreprises comme TRB. Mais à côté de ces mastodontes, un skipper vendéen souhaite partir avec uniquement des partenaires du département. Ce serait alors une première. L'heure est donc aux différents démarchages. Reportage de Delphine Ledu. Depuis bientôt 6 mois, Jeff Pellet enchaîne les rendez-vous. Pas loin d'une vingtaine par semaine. Aujourd'hui, c'est devant des responsables d'un lycée professionnel que le skipper Sablé vient présenter le défi comme une Vendée. Le but de cette opération, c'est de faire partir un bateau pour le prochain Vendée Globe. Et l'objectif, c'est de mutualiser un très grand nombre d'artisans, de commerçants de la Vendée, principalement. On a des entreprises aussi extérieures de la Vendée, mais c'est de pouvoir et de permettre à tous les dirigeants de Vendée d'être partenaires officiels d'un bateau à moindre coût. L'objectif, c'est qu'on soit très nombreux et qu'on fasse une grosse opération populaire. C'est de fédérer et de se sortir un petit peu de la morosité en faisant de l'actualité positive à travers du sport et de rassembler tout le monde sur un bateau. Le compte à rebours est lancé jusqu'en novembre 2016. Pour le moment, c'est près de 200 partenaires, entreprises, écoles et même communes qui ont été séduits par le projet. Une participation financière à hauteur de 700 € sur 3 ans est demandée. Pour ce lycée, ce projet est l'occasion de faire participer les lycéens. Donc c'est la possibilité de l'assister dans la démarche de recherche de partenaires ou la possibilité de l'assister dans l'accueil de ces partenaires, hôtellerie. Et donc là, on est dans un débouché pédagogique tout à fait intéressant et qui procédera de la formation des futurs professionnels que sont nos élèves. Ça, c'est un gros avantage pour nous, c'est que ça nous enlève du travail, ça nous permet de sous-traiter du travail et de dynamiser d'un côté une école qui peut aussi faire de la communication au même titre qu'une entreprise et de partager ce Vendée Globe avec tous les lycéens du lycée, quoi. D'ici fin janvier, Jeff Pellet espère être suivi par 350 partenaires. S'en suivra l'achat du bateau en mars qu'il faudra ensuite préparer pour la Transat Jacques Vabre 2015. Et puisqu'on parle de voile, un mot sur cette nouvelle course autour du monde. C'est officiel, le départ de cette épreuve sera donné en 2017. Alors tout comme le Vendée Globe, les skippers partiront en solitaire et sans escale, mais cette fois sur des maxi-trimarans, des bateaux beaucoup plus grands que ceux du Vendée Globe. L'entreprise vendéenne Sodebo, mais aussi Banque Populaire et Massif sont déjà engagés. La course aura donc bien lieu, quel que soit le nombre de bateaux, comme le confirme la coprésidente de Sodebo, présente ce mercredi sur le plateau de la grande émission. Et s'il n'y a que 3 bateaux Pour l'ultime, pour le premier tour du monde, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que s'il y a Massif Banque Populaire au début, on le fera. Il y aura peut-être que Massif et Sodebo, on le fera. Parce qu'au final, c'est tellement ultime de toute façon qu'il ne pourra pas y avoir 15 projets autour de ça. Et qu'il va falloir à un moment amorcer la pompe. Quand le Vendée Globe est parti au départ, c'était une histoire de fous autour de la table. Il y en a qui se sont dit pourquoi pas. Oui, effectivement, pourquoi pas. Il y en a quelques-uns qui ont suivi. Mais il n'y avait pas, comme aujourd'hui, 20 ou 30 bateaux qui prenaient le départ à ce moment-là. Il reste à savoir notamment d'où partira ce tour du monde des maxi-trimarans en 2017. Eh bien, 3 villes sont candidates, dont évidemment les Sables-d'Olonne. Verdict dans 2 mois. Et avant ça, on va revenir sur le prix littéraire de Vendée. Et cette année, c'est le livre La Vendée pour les nuls qui a été récompensé. Le titre a été décerné officiellement ce mercredi au Conseil général. Alors en quelques mots, La Vendée pour les nuls permet aux lecteurs de découvrir avec un certain humour l'histoire du département, des dinosaures au Vendée Globe en passant par les guerres de Vendée. Et précisons que l'auteur Michel Chamard est un historien et journaliste. Ça me change de ce que je fais d'habitude parce qu'il y a un style un peu enlevé, un peu impertinent, un peu humoristique. Et ça a été à la fois pas mal de travail parce qu'en dépit du titre qui est un clin d'œil, ça nécessite quand même pas mal de documentation, c'est assez charpenté comme collection. Mais d'un autre côté, c'est justement du fait du style demandé, ça m'a amusé. Ça a été un plaisir de rédiger cet ouvrage.
Et ajoutons que dans le même temps, le Grand Prix du Crédit Mutuel a été attribué à Catherine Girard-Augry pour son ouvrage « La Floride, une conquête assassinée » ou l'histoire vraie des Huguenots, ces Français protestants pendant les guerres de religion. Et on va terminer le journal avec la féerie de Noël. Alors on parle beaucoup des vitrines des Galeries Lafayette à Paris, mais en Vendée aussi, on a ce beau spectacle. Depuis 5 ans, les vitrines de Beaulieu-sous-la-Roche reprennent vie grâce à 1001 peluches et surtout grâce à des bénévoles passionnés. À quelques jours du lancement, Cyril Guillet les a retrouvés en plein travail. Là, je suis en train de faire un hangar. Beaulieu-sous-la-Roche est en pleine effervescence. À quelques heures du lancement des animations de Noël, la quarantaine de bénévoles de l'association Art, Culture et Patrimoine est à pied d'œuvre et à chacun sa tâche. On avait fait un présentoir. Pour lui, le petit. Pour installer l'ours après, en face de la fenêtre. Cette année, les vitrines animées de la place du marché sont plus nombreuses que l'an passé, avec entre autres la poterie, la brocante et la mairie. Toutes n'ont pas encore pris vie. Il faut dire que le chantier est titanesque, 1 mois de montage est nécessaire. Et il faut noter que tout est réalisé par les membres de l'association. On a des bénévoles qui sont vraiment spécialisés dans certains domaines, électronique, pneumatique, qui nous permettent de faire ça. Même le système informatique qui permet le programme de tout animer, il a été conçu par des bénévoles de l'association. Voilà, c'est d'ici qu'on pilote donc toutes les vitrines animées, avec à la fois les vérins, les moteurs, les lumières, et puis donc la bande son qui va arriver. Et loin d'être à court d'idées, chaque année, les vitrines s'étoffent un peu plus. On rajoute au fur et à mesure des petites choses qui complètent. Et puis là, cette année, on va vraiment scénariser avec une bande-son et une synchronisation entre le mouvement et puis le son. Donc vraiment, ça va être une véritable histoire. Bref, de quoi cette année encore faire briller les yeux des enfants, car c'est bien là la récompense ultime pour ces bénévoles. Les rennes, tout ce qui est animé, c'est le plaisir de tous les enfants qui vont venir à Beaulieu. Il y a vraiment un côté magique après quand on voit ça. Les enfants sont émerveillés. Parfois, on est dans les vitrines en train de travailler, on voit leur tête de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est notre récompense quand on voit la satisfaction des enfants, mais aussi des plus grands, jusqu'aux grands-parents qui viennent avec eux. Ils viennent pour les enfants, mais finalement, ce sont les plus grands qui eux aussi sont ravis par ces vitrines. Depuis 5 ans, le public est de plus en plus nombreux à venir s'émerveiller devant ces scènes animées et se laisser porter par la magie de Noël. Et la magie de Beaulieu-sous-la-Roche débutera donc vendredi à 16h en même temps que l'ouverture du marché de Noël. Et dans le même temps, les visiteurs pourront également découvrir la 15e féerie des Santons et la grande exposition de Playmobil sur plus de 200 mètres carrés. L'Égypte, le Far West ou encore le Moyen-Âge seront reconstitués avec ces petits personnages en plastique. Notez que les peluches, les Santons et les Playmobil animeront le bourg de la commune jusqu'au 25 janvier. Et avant ça, découvrons le temps prévu pour demain, jeudi et de l'automne. On pourrait bien passer rapidement à l'hiver puisque en plus du gris, c'est bien la fraîcheur qui sera au rendez-vous pour ce 4 décembre. Il ne devrait pas faire plus de 8 degrés au meilleur de la journée et de très légers flocons pourraient même arriver. C'est en tout cas ce que vous annoncera Armelle Pavageau d'ici quelques minutes dans la météo complète. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.